Allô tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. La fameuse et parfois redoutable question d'interprétation. Je sais, ça peut avoir l'air d'une montagne, mais je vous promets qu'à la fin de tout ça, vous allez avoir une méthode claire, simple, puis super efficace pour y arriver. Alors on se lance. Bon, juste en gardant ça, ouf. Faites ressortir les ressemblances ou les différences. Justifiez. Éléments textuels ou linguistiques, marque énonciative. On lit ça, puis c'est normal que le cerveau se mette un peu à spinner, on va se dire. La première réaction, c'est souvent « OK, par où est-ce que je suis supposé commencer avec tout ça? » Mais respirez un bon coup, pas de panique. La clé, c'est de changer notre perspective. Imaginez que vous n'êtes pas un élève devant un examen, mais plutôt un détective devant une scène de crime. Chaque texte, c'est une énigme à résoudre. Et vous avez le rôle principal, celui de l'enquêteur qui va trouver les indices. Alors, mettons nos chapeaux de détective. Tout bon enquêteur a une trousse d'outils, n'est-ce pas? Eh bien, voici la vôtre. Et vous allez voir, ce ne sont pas des concepts académiques compliqués. Non, ce sont des outils bien concrets, comme des loupes ou des pinces, qui vont nous aider à faire parler les textes. Le premier outil, et probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle le message véhiculé. Pour notre enquête, on pourrait dire que c'est le mobile du crime. C'est la raison derrière le texte. C'est l'idée centrale, l'émotion profonde que l'auteur veut nous communiquer. Au fond, c'est quoi son but? Exactement, c'est ça. C'est le cœur du poème, ce qui doit nous rester en tête une fois qu'on a fini de le lire. Qu'est-ce que le poète voulait nous faire sentir ou nous faire comprendre? C'est la question à se poser. Prochain outil, les marques énonciatives. Un mot qui a l'air compliqué, mais qui est simple en réalité. Pensez-y comme aux empreintes digitales laissées par l'auteur sur la scène du crime. Les « je », les « tu », les « mon », les expressions qui montrent son opinion, c'est l'ADN de l'auteur dans son texte. C'est la preuve irréfutable de sa présence. Quand on repère ces marques-là, c'est comme si on entendait directement la voix du poète qui nous parle, qui nous chuchote à l'oreille. Ensuite, on a le ton ou le point de vue. Ça, c'est l'atmosphère du poème, son ambiance. Est-ce que le poète semble en colère, nostalgique, ironique, heureux? C'est un peu comme la lentille de la caméra à travers laquelle il nous montre sa vision du monde. C'est sa perspective unique sur les choses. Et comme un bon détective, on doit examiner cette perspective de près, avec notre loupe, pour comprendre l'angle d'attaque de l'auteur. On continue notre enquête. Maintenant, on s'attaque au sens caché des mots et des images. Il faut savoir que les poètes, ce sont des maîtres de l'illusion. Ils utilisent des mots pour créer des images qui veulent dire bien plus que ce qu'elles montrent. Notre job, c'est de regarder derrière le rideau. Prenons cet exemple-là qui est vraiment parlant. Ma clôture métallique est un sourire orthodontique. On comprend tout de suite qu'on ne parle pas de broche pour les dents. C'est une image incroyablement forte pour décrire un sourire qui est forcé, qui est métallique, qui cache une douleur. C'est un indice majeur sur l'état intérieur de la personne. Maintenant, les symboles. Un symbole, c'est un indice qui représente une idée beaucoup plus grande que lui-même. C'est un objet, une couleur, un animal qui agit comme un code secret. Vous savez, comme la colombe qui représente la paix ou le cœur qui représente l'amour. Dans un poème, la nuit peut symboliser la mort ou la tristesse. C'est à nous, les détectives, de déchiffrer ces codes. Le dernier outil de notre trousse, ce sont les valeurs. Les valeurs, ce sont les grandes idées, les convictions profondes que le poète défend dans son texte. Ça peut être l'amitié, la liberté, la justice, la nature. C'est un peu la morale de son histoire, ce en quoi il croit. Repérer ces valeurs, ça nous donne des pistes super importantes sur la vision du monde de l'auteur et sur le message qu'il essaie de nous passer. Bon, parfait. Notre trousse de détective est complète. On a tous nos outils. Maintenant, le vrai travail commence. Comment on utilise tout ça pour comparer deux scènes de crime? Deux poèmes. Le secret, c'est d'être méthodique. Et pour ça, un tableau, c'est notre meilleur ami. On y va un outil à la fois. D'abord, le ton. Dans le texte 1, mettons qu'il est angoissé, mélancolique. Dans le texte 2, il est plutôt doux, nostalgique. Clairement, c'est une différence. On fait la même chose pour les images, puis pour le message. Et là, surprise, même si le ton et les images sont différents, peut-être que le message de fond, mettons le thème de la perte, est le même. Ça, c'est une ressemblance super intéressante. OK, l'enquête est presque finie. On a recueilli nos indices, on les a comparés. Il reste une dernière étape cruciale, rédiger notre rapport d'enquête. C'est le moment où on présente nos preuves de façon claire et convaincante pour que personne ne puisse remettre en question nos conclusions. Et là, pas besoin de se casser la tête. On suit une recette toute simple en 4 étapes. 1. On affirme notre idée. Est-ce que les textes se ressemblent ou non? 2. On présente notre premier indice, par exemple le ton. 3. On sort la preuve du sac, une citation du texte, c'est notre pièce à conviction. Et 4. On explique en quoi cette preuve confirme notre idée. On fait ça pour chaque indice
et on se retrouve avec une réponse solide comme du béton. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez maintenant la méthode, les outils et la structure. La grosse question d'interprétation, ce n'est plus un mur infranchissable, c'est devenu un jeu de piste, une enquête à mener. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez un recueil de poésie, ne le voyez plus comme un devoir. Voyez-le comme une nouvelle mission, une nouvelle énigme qui vous attend. La seule question qui reste, c'est quel genre de détective littéraire choisirez-vous d'être?